Est-ce que toi aussi quand tu seras vieux tu iras dans un musée? Ouh, mais je ne sais pas. Puis je crois que la deuxième fois, je saurai pas mieux. Bonjour Cécile. Bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture du numérique. C'est pire la deuxième fois. C'est ça. Aujourd'hui, je suis en compagnie de MMMan, Roudoudou, Flo, Medbel et aussi Philippe. Bonjour l'équipe. Bonsoir. Hello. Bonjour Cécile. Bonjour Salut, tout le monde. Et oui, j'étais un petit peu dans le thème, dans la vieillerie, mais pas vraiment, puisque Philippe, lui, propose justement de parler du musée du jeu vidéo qui va ouvrir en décembre. Ouais, enfin. Il paraît, ça a l'air vachement bien, effectivement. Mais avant, un peu d'actu. 7e chevron verrouillé. Une nouvelle série Stargate vient d'être annoncée sur Prime Video. Bon, du coup, ça risque d'être un peu compliqué pour certains de regarder. Ouais. Pas beaucoup de détails pour l'instant, on ne sait pas si on va revoir des têtes connues, mais en tout cas, ce n'est pas un reboot, c'est que craignaient de nombreux fans. L'annonce a été faite avec plusieurs créateurs de la série et ceux du site Gateworld, ce qui montre le respect des fans. La Quadrature lance sa campagne de dons. Au programme des prochaines semaines, des réflexions sur les liens entre technologie numérique et fascisation du monde, avec un nouveau format, des émissions live chaque semaine avec des invités pour décortiquer et analyser la situation politique que nous vivons. Ouais, faut donner des pépettes. La fondation Python refuse un financement de 1,5 million de dollars. La condition était qu'ils n'entreprennent aucune démarche d'inclusion et de diversité. C'est courageux de faire passer ces valeurs devant le pognon, bravo. Si vous utilisez Python, vous pouvez les soutenir en faisant un don. Près de 90% des jeux Windows fonctionnent sous GNU Linux. Bien sûr, certains fonctionneront mieux que d'autres, mais c'est déjà énorme et ça peut permettre à certains qui hésitent de choisir de se passer de Windows. La Cour pénale internationale passe au libre. Elle a décidé de migrer de Microsoft Office vers la solution open source OpenDesk. Bon, c'est pas comme si elle avait vraiment le choix. La Commission européenne annonce vouloir soutenir les communs numériques. Le consortium pour une infrastructure numérique européenne commune numérique aura son siège à Paris. Valve annonce plusieurs produits sous GNU Linux. La Steam Machine, un PC et le Steam Frame, des lunettes de réalité virtuelle, utilisent le bureau KDE Plasma. Et Blender sort en version 5.0. Ouais. Cette version apporte notamment le support d'espace couleur élargi, de nombreux bugs corrigés. Chouette. Eh bien, c'est tout pour l'actualité. Eh ben oui. Eh bien, nous allons écouter une petite chiptune. Allez, Ouais. c'est parti.
Il s'agissait de Funky Night de Mathias Sosa, une musique chiptune, oui, ou qui a été réalisée sur Game Boy, oui, je vous assure. Wow. Et elle a été classée première à la Flash Party 2025 dans la catégorie Hot School Music Competition, comme quoi, oui, ça arrive. C'est top. Eh bien, nous allons passer au sujet du jour, avec l'ouverture du musée du jeu vidéo avec Philippe. Oh, Et c'est oui. un sujet intéressant, dis donc. Et oui. Ça a l'air vachement bien ce musée. De quoi s'agit-il? Alors attends, aujourd'hui nous allons donc parler de patrimoine numérique, un univers passionnant où se mêlent la mémoire, la technologie et la culture. Et s'il y a bien une association incontournable dans ce domaine, c'est le emo5.com. Reconnu d'intérêt général et engagé depuis plus de 20 ans dans la préservation de l'histoire informatique et vidéoludique. Avec plus de 70 000 pièces de collection, emo5.com a déjà signé des expositions dans des lieux prestigieux comme le Grand Palais à Paris. Et même l'année dernière, elle nous avait enthousiasmés avec la Game Story à Versailles. Et cette année marque un tournant historique. Lors de la dernière Paris Game Week, l'association a annoncé l'ouverture du tout premier musée du jeu vidéo, qui accueillera ses premiers visiteurs le mois prochain à Arcueil. Et pour nous en parler, nous avons la joie d'avoir avec nous celui dont un de ses rêves va sûrement se réaliser le mois prochain, Philippe Dubois, alias Le Prez, comme on dit. Ouais. Et qui est président de l'association Emo5. Mais Yes. moi, on m'avait dit qu'il y avait déjà eu un truc à la Grande Arche et tout. Oui, c'est pas le tout premier ever musée du jeu vidéo qui existait en France. Il y en a au moins eu 2, tu vois, mais précédemment. C'est le premier Et vrai, en fait. ils ont pas forcément duré très longtemps, et puis c'était pas forcément les mêmes projets d'ailleurs du tout. On en avait déjà parlé, Voilà. je crois. Oh oui, certainement. Il y a plein d'histoires là-dessus, mais effectivement, Il y a plein c'était d'histoires. en 2010, je crois, le premier, si je dis pas de bêtises. Voilà. Quelque chose comme ça, voilà. Bon, on espère Bon, que il a ouvert celui-là que- va durer plus longtemps. Oui, il avait le premier, donc qui était sur l'Arche de la Défense, qui était à l'initiative d'une entreprise de communication, n'avait ouvert que 13 jours. C'était un peu limité, ouais. Parce D'accord. que il y avait des gros imbriglios politico-financiaux, commerciaux, enfin bon, c'était Puis des problèmes un gros bordel. Des problèmes d'ascenseur aussi, je crois. Ouais, oui, pareil, ouais. Bon, Enfin bon. Mais si, dis-moi, si, je te Cécile, il rends- te Un pique jour, ton interview, là. c'est ça. la vérité est peut-être ailleurs, mais Si, voilà. si, je te on rends ton l'apprendra un sujet. jour. Merci. Et donc, Philippe, avant de parler de musée, je Oui. voudrais que tu puisses rappeler un petit peu à nos auditeurs et nos auditrices comment est née ta passion pour l'informatique. Ouh là là, ben vous avez 18 heures devant vous? Non, on a juste quelques minutes. Ouais, quelques minutes, ça va être chaud. Non, bah écoute, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas trop ou qui connaissent pas trop l'assaut, parce que l'intéressant c'est l'assaut, c'est pas moi évidemment. Donc moi je suis un ingénieur en informatique. Voilà, j'ai toujours aimé les ordinateurs, les consoles de jeux. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis né en 1972, peut-être que quelques-uns d'entre vous, je ne sais pas trop. C'est à peu près l'année de naissance, c'est très rigolo, de la première borne d'arcade, de la première console de jeu et du premier microprocesseur, tu vois, à quelques mois près, quoi. Donc, on va dire, je suis né avec le numérique grand public, ça me fait plaisir. Puis, effectivement, dès l'âge de 5, 6, 7 ans, dès que j'ai eu la possibilité de mettre la main sur des consoles de jeu, les premières, l'Atari VCS, la Videopac ou des trucs comme ça, et les premiers micro-ordinateurs, bah, pour moi, ma route était toute tracée, quoi. J'allais faire ma vie là-dedans, c'est sûr. Et puis, de fil en aiguille, comme tous les gens, même de maintenant, ça n'a pas trop changé. Il y a des nouvelles générations de machines qui viennent plus ou moins supplanter les machines, enfin les générations antérieures. Et bien, au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que si on ne faisait rien, les gens autour de moi jetaient en fait leur machine, leur console, leur micro 8 bits ou même des fois 16. Enfin, il n'y avait pas trop d'attachement, tu vois, de manière globale de la population à ce qu'ils avaient connu, parce que ça allait vraiment très vite, très 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 vite. Quelque chose qui évoluait grandement tous les 6 mois, ça allait vraiment très très vite. C'est une révolution. C'est une révolution. Il faut tout changer. Et donc très exactement en 1993, en école d'ingénieur, un jour je me suis levé et vraiment je m'excuse pour tous les membres de l'association qui travaillent pour Emo5 depuis très longtemps, depuis 23 ans. C'est à cause de ça. Si je m'étais pas levé ce matin, on serait tous au plumard, tranquille. Mais non, il faut qu'on travaille. Eh bien, je me suis levé un matin, je me suis dit mais
il faut qu'on fasse quelque chose, sinon tout va être perdu. Voilà, tout va partir à la benne, les machines, les logiciels, les souvenirs, les émotions, tout va partir à la benne. C'est une idée insupportable pour moi, et je me suis dit mais c'est pas possible. Et donc j'ai commencé à prendre un document Word dans lequel j'ai commencé à renseigner plein d'infos que j'avais en tête. Et en 96, j'ai eu accès à Internet et j'ai créé, grâce à ça, le premier site, le premier musée virtuel francophone sur Internet dédié au patrimoine numérique. Et de là est né MO5 en 98, etc. Enfin 2003 pour MO5, le site web en 98, l'association en 2003. Et avec donc toujours pour mission, en fait toujours la même, depuis 1993, ouais, ça fait bientôt 33 ans, ça commence à faire pas mal de temps, qui est l'idée de fonder un musée d'envergure nationale dans lequel on retrouvera toutes ces machines, tous ces logiciels, ces jeux et toutes les émotions qu'on a ressenties les uns les autres lors de leur contact. Voilà. Et du coup, pour toi, pourquoi c'est essentiel de préserver le patrimoine numérique ? Tout simplement parce que ça fait partie de notre culture. En fait, de manière très très large. Il faut bien s'en rendre compte que le jeu vidéo est le premier média culturel consommé dans le monde. Et t'as beau être dans les quatre coins du globe, parler n'importe quelle langue, être entre guillemets de n'importe quelle couleur, et penser ce que tu veux, mais n'empêche que tous les joueurs de jeux vidéo se retrouvent sur une partie de Call of, de Counter-Strike ou machin. Et c'est la plus grande chance quelque part qu'on ait jamais eue, je trouve, pour l'humanité, de nous retrouver autour d'un seul média culturel. Voilà, ce fameux jeu vidéo. Il est transgénérationnel, il est trans tout ce que tu veux, et trans tout court. Et tout le monde s'y retrouve. Et cette culture qui a donc maintenant, à peu près presque une quarantaine d'années, eh bien, elle a des codes. Et elle a des codes vraiment tellement forts que, en vertu justement de ces codes, la société s'est transformée pour absorber ces codes. Et maintenant, dans les publicités, dans les magazines, dans tout ce que tu veux, eh bien, il y a des codes issus de notre culture à nous du jeu vidéo. Voilà. Donc, la société a créé le jeu vidéo et les fans de jeux vidéo, toutes les générations de joueurs. Et en retour de cela, maintenant, les joueurs façonnent notre civilisation. D'accord, c'est intéressant ton point de vue. Et si tu pouvais t'adresser au Philippe d'il y a un peu plus de 20 ans, au tout début de l'aventure, qu'est-ce que tu lui dirais ? Achète plein de télé. Non. Ouais, fais du stock de CRT parce que vraiment notamment des PVM Sony, c'est pas possible tellement c'est cher. CRT vaincra. Non, mais j'aurais bien aimé lui expliquer les détours à ne pas prendre, les faux raccourcis, les personnes aussi duquel se méfier ou les institutions dans lesquelles il faut pas aller. Voilà, des pièges tendus sur 23 ans de parcours, il y en a eu des dizaines, voire des centaines. C'est comme je le dis souvent auprès des membres, plus en interne, mais bon, je peux le dire aussi de temps en temps à des journalistes, c'est que MO5, c'est certes une association, mais c'est avant tout une aventure humaine. Alors certes, on traite de patrimoine numérique, de machines, de logiciels, de disquettes, de tout ce que tu veux, mais en fait, on est là pour les humains. On est nous des humains qui préparons le terrain de demain pour que les humains redécouvrent tout ce qui a été créé par des humains. Voilà. C'est avant tout une aventure humaine. C'est assez magique comme principe. Et on va revenir sur justement l'ouverture de ce musée qui est un immense projet. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu combien de personnes, combien de partenaires contribuent aujourd'hui à ce projet ? Alors écoute, on doit être déjà plusieurs dizaines de partenaires, éditeurs, constructeurs, il y a un petit peu de tout, voilà. Beaucoup d'éditeurs, soit de jeux vidéo, de logiciels ou qui ont pied évidemment dans le numérique, de manière globale, parce que et ça c'est magique, c'est que tu vois, il faut bien le rappeler que ce musée, le rappeler ou le dire, c'est un musée associatif en fait. C'est le musée de l'association MO5. C'est pas, il y a pas une boîte commerciale qui s'appelle le musée de jeux vidéo. Non, c'est la marque qui appartient à l'association. C'est-à-dire que c'est un musée qui est associatif et bénévole. Voilà. Et grâce à cela, en fait, c'est un musée qui, donc, entre guillemets, va subsister et être pérenne parce que, il a besoin de très peu d'argent pour exister, puisque nous avons d'innombrables bénévoles et partenaires justement qui vont nous aider. Et comme il n'est pas tant question d'argent, parce qu'on n'est pas en train de brasser des millions d'euros pour créer un machin ici, faire je ne sais quoi, eh bien en fait, presque naturellement, je veux dire, des éditeurs pour lesquels
certains on travaille depuis plus de 20 ans, nous font confiance et signent en fait tout de suite des partenariats avec le musée en disant on sort avec vous, on va vous aider pour la communication, on va vous donner des jeux, on va vous donner des codes à gagner, on fera de l'événement chez vous, on fera des lancements de jeux, des anniversaires, des machins, etc. C'est vraiment ce musée donc qui, je répète, est associatif. Je le considère même plus finalement comme un hub en fait, c'est-à-dire un endroit vraiment aux portes de Paris. Arcueil, c'est la très proche banlieue sud, c'est très facile d'accès. Et en fait, c'est une maison, c'est un peu la maison pour tous des fans du numérique en fait, voilà. Que tu sois créateur, artiste, historien, étudiant, collectionneur, fan, tout ce que tu veux, on s'en fout. En fait, c'est ta maison, voilà. Bien. Et dis-moi, quelle pièce sera présentée à l'ouverture et enfin surtout, quelle pièce présentée à l'ouverture tu seras le plus heureux à faire découvrir au public? Alors, pour ceux qui ont découvert, t'en as parlé, je crois, brièvement, Game Story Versailles, donc c'était il y a quelques mois, entre guillemets. C'était une très belle exposition dans laquelle on avait déjà mis en œuvre des bornes de jeu vraiment incroyables, parce que c'était, que je sache, la première fois dans le monde que tu pouvais jouer à des répliques 100% identiques, électroniquement parlant, de Computer Space, Tennis for Two, tu avais un Breakout et Pong, voilà. Ah oui, d'accord, Il y avait des reproductions identiques au transistor près, en fait, qui ont été créées par Antoine, Silicon Insider, voilà, qui est aux États-Unis. Je sais pas si tu écouteras. J'ai déjà entendu ce nom-là. Ah voilà, quelqu'un de très 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 bien. C'était un paléontologue dans la vie et un paléontologue du numérique, voilà. Et donc il a créé notamment ces postes-là. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a plein de choses, mais c'était pour nous déjà vraiment une chance extraordinaire d'avoir son travail avec nous et d'avoir pu réaliser ces postes-là. Donc lorsque les gens ont joué, ils pourront jouer donc dans notre musée maintenant de manière fixe à Computer Space. C'est vraiment la réplique exacte au transistor près de la première borne d'arcade de 1971. Voilà. Avec l'avantage que c'est pas une machine d'époque, donc du coup c'est un peu plus robuste et puis on peut réparer on peut taper dessus presque, enfin on peut l'user. Coupez. Non, je veux dire on peut l'user sans se poser de questions. Bien sûr. Dire c'est une pièce de musée, faut pas toucher quoi. Ouais. Exactement. Dans les belles pièces que l'on met dans le musée maintenant, il y a effectivement notre borne Computer Space, une vraie du coup, de 1960. C'est fin 71, début 72 a été fabriqué. Mais bon, comme c'est un joyau, c'est un peu les joyaux de la couronne, quand il parle du Louvre, mais nous on va le garder. Et donc on va essayer d'éviter de l'utiliser, la pauvre, parce que 71 à maintenant, ça fait quel âge? J'avais 52 ans. Oui, un an de plus que toi en fait. Ouais, voilà. C'est vrai. On va couper. En tout cas, si on vient au musée pour voir cette borne d'arcade, pour lui taper dessus, il faut pas se tromper, faut taper sur la réplique. C'est bien ça. Hein. Ouais, tu peux taper sur la régie si tu veux. Mais voilà, donc il y aura jusqu'à, je crois qu'on a annoncé jusqu'à 140 postes. Alors peut-être qu'il y en aura 130 ou 135 ou 140 ou 145. Ça, on est encore en train d'y réfléchir parce qu'on a beaucoup d'espace. Hein. Oui, j'ai vu 1200 mètres carrés, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais il faut bien le rappeler que c'est une première phase. Hein. C'est-à-dire que, en accord avec la ville d'Arcueil, en fait, on ouvre donc le musée du jeu vidéo. On l'a dit, donc, je sais pas si tu l'as dit, le 13 décembre. On l'a peut-être pas dit. Je l'ai pas encore dit. Non, je crois pas. Pas encore dit. Voilà, donc c'est le 13 décembre très exactement, un samedi, ouverture au public, l'après-midi. Et donc on ouvre sur une première phase de création de ce musée qui fait 1200 mètres carrés. Et ensuite, quelques mois plus tard, il y aura des réaménagements dans le bâtiment qui est immense dans lequel nous sommes, puisque la ville, les services culturels de la ville seront avec nous. On va installer d'autres associations, il y aura de l'e-sport, il y aura des trucs comme ça. Et donc le musée va bouger un petit peu dans les murs, va se transformer un petit peu, mais restera là et puis continuera d'alimenter donc ses collections ou son exposition dans le musée permanente et des expositions temporaires aussi, ce qui est très important. Donc, comme un vrai musée, mais un musée vivant où les gens peuvent interagir avec les objets qui sont exposés. Et ouais, parce que l'intérêt pour nous, c'est que on est évidemment les premiers, je sais pas, allez, nous sommes des fervents défenseurs de découvrir les jeux vidéo, c'est bien,
sûr, mais découvrir les jeux vidéo en y jouant, c'est quand même beaucoup mieux que regarder des vidéos sur Twitch ou YouTube ou ce que tu veux. Absolument. Donc dans notre musée, évidemment, tout sera jouable. Et j'ai une question. Si tu pouvais faire entrer n'importe quel objet dans ce musée, une machine, un jeu ou même une personnalité emblématique, qu'est-ce que tu aimerais voir dans ce musée? Du moment que c'est un hub, tu vois, ou dans lequel véritablement on ouvre la porte à tous nos partenaires, hein, tout le monde peut venir quand ils veulent, tous nos amis influenceurs, youtubeurs, tiktokers, qui tu veux. Ok, on prend rendez-vous comment? Hein? Ouais, vas-y, prends un ticket, pas de souci. Et on a même du bureau, tu vois, tu pourrais même travailler, on pourrait même faire underscore dans notre musée. Mais c'est à Paris, bon, voilà, faut voir. Oui, Il faut monter. Mais non, mais tu vois, oui, moi j'aimerais très rapidement mettre en œuvre. Enfin, c'est pas que j'aimerais, c'est qu'on va organiser dès 2026, plutôt la seconde moitié 2026, des conférences internationales. Donc je vais inviter des personnalités du monde du patrimoine numérique, forcément. Voilà. On est plutôt copains, tu vois, avec Alexei Patinov, par exemple, le créateur de Tetris. Donc, il vient de temps en France parce qu'il vient de Paris. J'aimerais beaucoup l'accueillir, voilà, et lui faire signer quelques œuvres, discuter avec lui parce que je trouve que j'ai un peu de belle famille qui connaît la sienne. Voilà. C'est parfait. Oui, c'est assez rigolo. Mais voilà, on a beaucoup de membres d'honneur. On a également Monsieur Kojima, qui est membre d'honneur de MO5. Il vient de temps en temps à Paris aussi. Voilà, chez lui, le musée, c'est chez lui aussi. Absolument. Il peut venir quand il veut. Et on peut même l'héberger. Et d'ailleurs, le musée, quand tu parles de musée, j'ai entendu dire que vous souhaitiez viser l'obtention du label Musée de France. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que ça veut dire? Ouais, ça c'est très très important pour nous. Parce qu'en fait ce label est distillé donc par le ministère de la Culture. C'est un dossier auquel peuvent concourir différents musées. Encore un dossier? Et pardon? Encore un dossier? Eh oui, un autre dossier après la démo. Qui c'est qui va le remplir? Plein de dossiers. Alors celui-ci, je sais pas quelle est sa complexité, mais par contre l'intérêt c'est que une fois que tu as ce label, que tu obtiens ce label Musée de France, que tu peux apposer avec un joli macaron à l'entrée de ton musée, eh bien ce qui est hyper important c'est que ça fait les collections qui sont présentes dans ton musée deviennent réellement pérennes. Parce que là, un musée, il faut bien savoir, peut-être il y a des gens qui ne le savent pas, mais ça se voit tous les jours. En fait, il y a des musées qui ouvrent en France tous les jours. D'accord? Parce que tu es chez moi j'ai 40 MSX, je peux ouvrir un musée du MSX, si tu veux, à la maison. Il n'y a pas de souci. Tout le monde peut le faire. Musée national, déjà, c'est délimité. Tout le monde ne peut pas le faire. Et ce label Musée de France, justement, vient au-dessus de ça, parce que quand tu as un musée privé, même communal, tu vois, créé par un département, par une ville, etc., du jour au lendemain, où tu n'as plus les fonds, ou qu'il y a un dégât des eaux, ou que je ne sais quoi, voilà, eh bien ton musée il ferme, et des collections qui étaient dans ce musée sont en danger. Voilà. Et je tiens à préciser que, et ça c'est très important que les gens le comprennent, parce qu'on entend parler d'autres projets de musées de jeux vidéo autour de MO5, etc., plus ou moins récents. Mais en fait, des propositions de créer des musées, l'association MO5 en a reçu déjà des dizaines, en fait. Mais à chaque fois, c'était des initiatives qui étaient soit commerciales et privées, donc sans fondement patrimoniaux, et surtout qui n'étaient pas du tout pérennes. Et donc, il est hors de question d'avoir travaillé, pour ma part, depuis plus de 33 ans, l'association depuis 23 ans, de mettre ça dans les murs d'un joli musée et que le truc il ferme au bout de 13 jours. C'est hors de question. C'est hors de question. Et c'est pour cela que on n'a jamais créé notre musée auparavant. Maintenant, nous avons les conditions pour le faire de manière pérenne et sûre. Donc, on y va, bien sûr. Et ce label, une fois que tu l'as, voilà, si jamais quand même ton édifice doit fermer, par exemple pour des raisons de sécurité, là tu peux pas y faire grand chose. Hein. Le bâtiment s'écroule, voilà, c'est pas de chance. Eh bien, instantanément, tous les autres musées nationaux labellisés Musée de France doivent récupérer un pourcentage de tes collections pour les pérenniser. Elle devient inaliénable. ». Exactement. Génial. Et pour nous, si tu veux, voilà, ça c'est le Graal, en fait. Parce que là, on a réussi. Tout le travail qu'on a fait depuis plus de 23 ans sera gratifié grâce à ce label, parce que tout ce qu'on aura fait sera préservé, entre guillemets, pour le restant de l'humanité, tant qu'il y aura une
société française, en tout cas. C'est vrai qu'on Ouais. avait vu Alors là, Philippe, tu me fais rêver. Hein. on avait vu aux US, on en avait parlé, hein, je crois que c'est le musée du cofondateur de Microsoft là qui... Paul Allen, qui a Voilà, fermé. c'est ça, ouais. qui a fermé parce que lui était décédé et puis Oui, toi, c'est vraiment l'anecdote du truc qui Et- m'énerve, donc je te Ah remercie ouais. pas parce que ça m'énerve. Voilà. Désolé, mais moi ça m'énerve aussi. Je Hein. vais te taper. Alors, Moi, vous ça savez, m'énerve mais, aussi. Déjà qu'il voulait frapper ta réplique de borne d'arcade. Heureusement, maintenant, il heureusement lance, qu'on fait ça en visio quand même. Non, mais voilà, Des pour souvenirs. bien t'expliquer cette démarche-là et l'importance qu'elle a par rapport justement à l'exemple de Paul Allen, c'est qu'il y a eu en 2017 une enchère dans un château, je sais plus comment il s'appelle, d'un Micral N, c'est-à-dire un exemplaire rarissime Ouais, du premier micro-ordinateur du monde, d'accord, qui a été vendu aux enchères, qui a été acheté par Paul Allen $50 000. Alors que MO5 était concouré avec quelques milliers d'euros, oui. mais bon, c'est une autre histoire. Donc on a perdu l'enchère, et le Micral N, sachant que c'est le seul que j'ai jamais vu de ma vie, que j'ai pu toucher jusqu'à présent, avant d'avoir notre exemplaire, mais c'est une autre histoire. Ce Micral N, donc, est parti aux États-Unis. Il a été donné par Paul Allen au Living Computer Museum, C'est ça. son musée, qui a fermé 1 an et demi plus tard, Voilà. dont la fille de Paul Allen, parce que Paul Allen venait de mourir, en fait, tout simplement. La fille de Paul Allen n'en a absolument, a priori, rien à cirer Voilà. des ordinateurs de papa et du musée de machin. Donc en fait, elle a tout fermé, elle a tout foutu entre guillemets à la peine. Et là, actuellement en 2025, ce Micral N, qui était le 4e exemplaire du monde qu'on n'ait jamais connu, en fait, personne ne sait où il est. Ouais, et c'est désolant. Et c'est désolant, c'est nul à chier. Enfin, je suis désolé, mais c'est Ouais. super mauvais. Donc, On le comprend. En des tout collections en France avec MO5 dans notre musée, et on l'espère tous avec ce label Musée de France, mais ce genre d'anecdote pourrie, c'est terminé. Yes. Voilà. Et on pourra avoir le plaisir de découvrir le musée à l'ouverture le 13 décembre. Tu y seras du coup. Oui, bien sûr. Donc Je serai le 11, le 12 et le 13. Voilà. impeccable. Donc un espace de 1200 mètres carrés à Arcueil où vous pourrez tester et jouer à plus de 140 consoles, bornes, micro-ordinateurs. Vous pourrez aussi voir des démos. Forcément. On te zoome. Et écoute Philippe, on te souhaite à toi et surtout à tous les bénévoles de MO5 une belle aventure et que cette Merci ouverture beaucoup. donne un nouveau souffle à la Oui. préservation du patrimoine et on sera impatient de voir un petit peu aussi, d'y aller aussi. Hein. Ah ben on va s'inviter, hein, de toute façon. Il faut on nous vous a inviter invités. les jambons, Donc, là. Il faut voilà. venir, bien sûr. Oui. Bah ouais. Et une dernière question avec ce musée. Est-ce que le MO5 a d'autres défis à relever après ça? Oh oui, parce que je l'ai dit pour rigoler à plusieurs membres, parce qu'on a un Discord de MO5 qui est très actif. Tout le monde est aux abois, évidemment, avec l'ouverture du musée, tu t'en doutes. Ça fait Oui. 23 ans qu'on attend ça, donc tout le monde est à fond. Des fois un peu trop à fond pour certains. Et en fait, j'aurais dit, mais les cocos, alors c'est super, on s'autofélicite tous et c'est génial, mais maintenant, le travail sérieux commence. Et c'est ça. Parce que maintenant, on a un musée. Parce que maintenant, on a des murs. On peut accueillir du public. On peut accueillir des politiques. On va organiser, je l'ai dit, des conférences internationales avec la majorité, notamment des personnes qui officient dans les autres musées européens du jeu vidéo, à Berlin, Rome, etc., etc. Donc, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent, en fait. Et c'est super intéressant. Et donc, je peux le dire aussi, on a reçu les félicitations pour cette ouverture de tous nos partenaires européens. C'est cool. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ils sont super contents et ils ont qu'une hâte, c'est de venir à Paris visiter le musée. Voilà, maintenant. Avec plaisir. Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir faire un reportage audio. Ah, mais clairement, Ah yes, oui. avec plaisir, bien Quand est-ce sûr. que je vais à Paris, moi Ah ouais, je sais pas. Moi, j'y vais le 12, mais après, je ne sais pas. On y va le 12, Ouais, si, c'est vrai. il me Ah, c'est semble. ça, oui. C'est ça. C'est quoi Ah non, mais ouais, on va voir. Ouais. Ah sinon, ça fait une autre question. Les gens de Hard Looters, là, t'as bien vérifié qu'il y avait tout dans la sacoche quand ils t'ont rendu la glacière, là, MO5 là Non, t'inquiète pas, on les Ah, connaît bien, on c'est les adore, on c'est les vraiment adore. des amis. Je pense qu'ils ont à Game Story Versailles, ils ont filmé plein de choses, notamment Banzai qu'on remercie. Ouais, c'est Et pareil pour eux, de toute façon le musée leur est ouvert limite 24/24 7/7, 7/7, c'est des copains, ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent au musée. Voilà.
trop cool. Eh bien, merci Philippe d'être Merci venu nous parler tout le de cette monde, ouverture. un gros bisou. Bisous Philippe. Et puis maintenant, nous allons écouter une petite extrait de Chiptune et on se retrouve tout de suite pour l'agenda. À tout de suite. Bon, alors, c'était donc Shapeshifter by Behelit Madbeat. C'est ça, il s'agit d'une musique qui a été proposée à la Flash Party 2025 dans la catégorie PC démo en intro et intro. Donc c'est une petite intro Linux qui a été classée première. Et maintenant j'ai Cécile en plein écran. Au secours. C'est magnifique. Elle me surveille, elle me surveille. Je te surveille, je te vois. Je te vois. Donc il s'agissait de... d'une petite chiptune bien sympa qui vient d'Amérique du Sud, sans vous le cacher. Et je vous rappelle que nous sommes sur Radio Méga qui fait en ce moment une campagne de dons, action-réaction. N'hésitez pas à aller voir les infos sur radio-méga.com parce qu'ils ont besoin de nous. Des pépettes. Eh bien oui, parce que sans ça, eh bien nous, dans ce cas, on n'existerait pas. Et ouais. Et on est aussi diffusé sur Radio Cactus et Westrack. Passons à l'agenda. Qu'est-ce qu'on a à l'agenda? Maître Bail, on t'écoute. Les labos de Paulette greffent un fait divers à son apéro mensuel. Ips. Venez profiter du vernissage de l'expo photo d'Anne Rollin, une bénévole du restaurant solidaire, café culturel d'Aoust sur Seille, intitulé Le temps suspendu. Profitez de l'apéro mensuel offert pour découvrir les personnes en coulisses de l'association et doublez l'apéro en apportant une boisson à partager ou du grignotage ou logo du fait divers réalisé avec une imprimante laser 3D
ou vêtus de tenues préférées de libristes, en partageant les expériences et anecdotes, en reliant les blagues de centres d'intérêt que vous appréciez ou espérez trouver dans ce réseau social alternatif. Si vous n'êtes pas sur le fait divers, Mastodon, Pertube, Frienca, comme Mobilisons, etc., bien sûr, bienvenue. Ce sera l'occasion d'échanger autour de ce réseau social numérique libre et décentralisé avec des personnes du territoire. Alors, bar ouvert et à toutes, adhésion obligatoire, après libre. Conseil 5 €. Mardi 25 novembre à 18h, les labos de Paulette, rue Post. Ouais, Pasteur Boniard, c'est pas évident cette rue. House Sursis. Eh bien, parfait. Merci, Medbel, pour cette présentation de cet événement. Passons à du lien et des liens. Alors, qu'est-ce que j'ai... Alors, Yann Scott, son nickname c'est Paul Po, va lancer une campagne de financement pour Pico IDE. C'est un émulateur de lecteur de disques durs et optique IDE, dont le prototype fonctionne déjà. Donc, il va permettre de remplacer les lecteurs CD-ROM à tapis vieillissants, notamment dans nos vieilles machines. Donc, on pourra faire des LAN et installer des trucs et tout sans avoir à se plaindre que le disque il tourne pas ou ça lit pas, tout ça. Alors sinon, j'ai le catalogue des formations 2026 de Ritimo qui est sorti, donc la plupart sont sur Paris. À Ritimo, nous pensons qu'il faut comprendre pour pouvoir agir. Nous proposons donc des formations afin de renforcer ses connaissances pratiques sur 2 thèmes, le numérique, c'est pour ça qu'on en parle, et l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Nous pouvons aussi organiser des formations à la carte en fonction des besoins et attentes de votre organisation. Donc il y a peut-être des choses qui vous intéressent. Ouais, ça vaut le coup. Voilà, pour ça votre asso notamment. Ritmo. Voilà, le site qui héberge les mails permet de savoir si votre boîte mail est hébergée par une entreprise française ou non. Voilà. J'ai trouvé ça super. Ouais. Il me semblait que la poste c'était Gmail, mais apparemment il dit que c'est français. Bon, je sais pas. Enfin, j'avais entendu dire que. Voilà. Et enfin, pour finir, un petit peu de musique, une playlist de compilation de musique Soundtracker Amiga. Donc Ah, plein ça va d'heures de plaire à quelqu'un, ça. plein d'heures de chiptune. Voilà, Parfait. ça c'est fait. Astrologique, frottons cette boule. Alors, eh bien, sysadmin, je pratique le l'auto-hébergement. En fonction des résultats de la loterie, je choisis les services que j'héberge chez moi. C'est pas mal, ça j'aime beaucoup. Technocritique, les géants d'internet comme Cloudflare prennent le web en outage. Haha. Merde. Un musée où on n'est pas invité, c'est abusé. Bah, c'est bon, on est invité là du coup. Ouais. Codeur, faire des gosses pour les allocs. Comment tu le fais ça Bah c'est des allocs, mais ouais, les allocs. Ok. la fonction elle s'appelle alloc, c'est pour ça. Oui. DevOps, analyste programmeur. C'est quand on s'allongeait sur le divan pour exprimer ses besoins. Eh oui. Alors, faut que je la fasse. Eh oui. DPO. DPO, la CNI viendra pas très vite. Dodo, DPO, RGPD c'est trop tôt. Voilà. Eh bien, Ça c'est fait. Eh bien, ça c'est fait. Eh bien, merci auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission enregistrée dans les studios de Radio Méga. On le rappelle, le musée du jeu vidéo est pour le 13 décembre en inauguration. Et après toute l'année, vous pourrez y aller. Ça coûte 10 €. Vous pouvez même adhérer à l'association MO5. C'est bien, faut le faire. Ça, c'est bien. Et la chanson au dépôt à la SACEM. Au dépôt à la SACEM. Ah oui, aussi. Eh bien, à la semaine prochaine. Eh bah oui. Même jour, même heure. Bye bye. Bye. À très vite. Bye bye. Bonjour Viviane, bonjour Ludo, bonjour Nobel, bonjour Flo. Hello.